Il y a 25 ans, d'immenses piliers noirs connus sous le nom de Tour de Babel ont soudainement percé le ciel. Le chaos a éclaté lorsque des morceaux de la ville ont été aspirés dans les airs, entourés d'une étrange énergie scintillante. L'humanité a été plongée dans un mystérieux système de jeu où la survie n'était plus garantie. Des bêtes démoniaques ont déferlé des tours, et les armes conventionnelles ne pouvaient même pas égratigner leur cuir. Juste au moment où le monde atteignait le point de rupture, quelques individus ont commencé à changer. Ceux qui touchaient les tours éveillaient des pouvoirs miraculeux, acquérant des compétences qui défiaient la réalité. Ces « professionnels éveillés » sont devenus la nouvelle ligne de front contre les monstres. Mais avant même de pouvoir célébrer un instant de répit, un nouveau cauchemar est apparu. Une affliction mortelle et incurable connue sous le nom de maladie de la tour a commencé à se propager parmi la population. Les docteurs ont pu créer des médicaments à partir de matériaux de monstres, mais c'était loin d'être une solution permanente. Le traitement ne faisait que supprimer les symptômes, rendant les malades dépendants d'un approvisionnement constant. N'ayant pas d'autre choix, l'humanité a poussé plus loin vers les niveaux supérieurs, désespérée de trouver un véritable remède. Les journalistes s'agglutinent autour du jeune maître Yao Xing, à la tête du puissant consortium, exigeant de savoir si ces récentes déclarations sont vraies. Il confirme les rumeurs. Il pense que la clé pour guérir la maladie repose sur le dragon Miraborea. La foule est en délire à l'annonce du salut de l'humanité, bien que beaucoup restent terrifiés par les taux de mortalité de la tour. Yao Xing sourit avec assurance, garantissant à tous que son consortium a le plan parfait en marche. Ce plan repose sur les épaules d'un seul homme, le mercenaire le plus fort du monde. Au 999e étage, Lynxu semble minuscule face à la gueule gargantuesque et aux multiples yeux du dragon démoniaque abyssal. Une queue massive fend l'air, manquant d'écraser tout sur son passage. Lynxu active son esquive de sang ardent, sacrifiant sa propre santé pour obtenir la vitesse nécessaire afin d'échapper de justesse à la frappe. Ses yeux brillent de perception alors qu'il scannait la bête, l'interface de son système mettant en évidence chaque vulnérabilité. Il n'y a pas de chemin clair devant lui, alors il déclenche pluie de flèches, remplissant la salle d'un barrage mortel de lumière. En tant que dernier espoir de l'humanité, le tireur d'élite de niveau 99 garde sa concentration malgré la pression écrasante. Lynxu, connu sous le nom des « œils vifs », repousse ses limites absolues dans cette lutte finale. Les tentacules du dragon le piègent, le soulevant haut dans les airs alors qu'il crache du sang. Même en train d'être broyé, il dévisage la bête avec un sourire de défi, sachant qu'il est assez près. Il déclenche rupture ultime, condensant le reste de sa force vitale en une seule frappe fatale. Une explosion massive secoue la tour, tranchant la tête du dragon et envoyant des ondes de choc à travers le 999e étage. Les notifications du système inondent sa vision, confirmant la mort de Miraborea et l'achèvement du dernier niveau. Du butin légendaire tombe tout autour de lui, du bouclier mur des soupirs à l'ensemble complet d'armure de Miraborea. Lynxu s'effondre, haletant, réalisant qu'il a vraiment réussi ce coup de maître. Parmi les débris, un artefact divin apparaît, un fragment vert et cristallin connu sous le nom de cupidité. Il fixe l'artefact lumineux, convaincu que c'est enfin la clé pour mettre un terme à la maladie de la tour. Il murmure le nom de sa sœur Xiaoyu, voyant enfin un avenir où elle n'aura plus à souffrir. Soudain, une voix glaciale brise le silence, louant la nature spectaculaire du combat. Avant qu'il ne puisse réagir, un énorme esprit de glace se manifeste derrière lui, déclenchant une épée du froid extrême. Des éclats de glace transpercent le corps de Lynxu, le clouant au sol alors que son souffle se coupe sous le choc. De l'ombre sortent ses propres coéquipiers, menés par Tai Shan en armure lourde et la sorcière Suying. Le sang éclabousse le sol alors que des pics de glace lui déchirent la poitrine, fracassant son armure. Lynxu crache du sang, levant les yeux vers ses alliés avec un mélange d'incrédulité et de rage montante. Une main se tend, cueillant froidement l'artefact divin dans les airs. Suying le regarde de haut avec un sourire en coin, se moquant de la facilité avec laquelle elle a volé son prix. Lynxu s'étouffe en prononçant un seul mot, exigeant de savoir pourquoi Suying ferait une chose pareille. Elle se contente de le dévisager avec un sourire froid et moqueur, ses doigts couverts de glace frôlant son visage. Elle ne prend même pas la peine de répondre, son silence en disant long alors qu'elle savoure sa trahison. Lynxu, le tireur d'élite de niveau 99, ne peut que regarder, incrédule. Un autre coéquipier s'avança, se demandant avec moquerie si Lynxu était vraiment aussi naïf. Alors que la lame lui tranchait net le bras, cela confirmait que sa confiance avait été mal placée depuis le tout début. Wei Wuya le domine, son expression tordue d'une joie sadique alors qu'il se moque de la confusion de Lynxu. Il révèle que le tuer n'était qu'un bonus, leur véritable objectif était l'artefact. Wei Wuya,
connu sous le nom de Lame de l'ombre, rit à l'idée qu'un rat des bas-fonds comme Lynxu puisse négocier avec le puissant consortium Yaoxing. C'est un assassin de l'ombre de niveau 99, et clairement, il attendait ce moment. Il se tient droit, un combattant d'élite du consortium qui considère tous ceux en dehors de leur cercle corporatif comme des êtres inférieurs. Ses yeux rouges brillent d'une lueur prédatrice alors qu'il regarde son ancien chef. Wei Wuya marque une pause, remarquant que Lynxu continue de le fixer avec un regard intense et brûlant. Même au bord de la mort, le tireur d'élite n'a rien perdu de son mordant. Lynxu halète, du sang coulant de sa bouche tandis que ses yeux restent rivés sur son traître. La haine brute dans son regard suffit à faire hésiter un assassin chevronné ne serait-ce qu'une seconde. Wei Wuya se penche, se moquant de Lynxu qui joue les durs alors qu'il est cloué au sol. Il admet qu'il a supporté l'attitude de Lynxu depuis bien trop longtemps. Il enfonça la lame directement dans l'œil de Lynxu, déclarant qu'il crevait d'envie de faire ça depuis un bail. Son rire résonna dans la salle, un contraste vif et cruel avec l'agonie silencieuse de Lynxu. Une main massive arrête soudainement Wei Wuya, lui disant que ça suffit les petites tortures futiles. Tai Shan, le tank du groupe, décide qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Tai Shan, le « mur des soupirs », est présenté comme un guerrier du mur de fer de niveau 99. Il regarde Lynxu de haut, notant que le plus fort du monde n'est plus qu'un sac de frappe. Lynxu peut à peine lever la tête alors que Tai Shan inspecte ses blessures avec un détachement clinique et glacial. La trahison est totale, et il n'a plus nulle part où fuir. Tai Shan marmonne qu'il ne reste plus un seul morceau de bonne chair sur lui, ce qui en fait un cadavre inutile qui n'en tirera pas un bon prix. Il n'a aucune pitié pour l'homme qu'il appelait autrefois coéquipier. Il dit à Lynxu de ne pas les blâmer, soulignant que c'est de sa propre faute s'il a rejeté à plusieurs reprises les invitations du consortium. Tai Shan l'attrape par les cheveux, le forçant à écouter. Tai Shan lui explique la dure et froide réalité. Les revenus massifs du consortium proviennent des suppresseurs. Ils se foutent royalement d'un remède. En fait, ils ne peuvent pas permettre qu'il existe car c'est mauvais pour les affaires. Il sourit de plus belle, avouant que même eux ne savent pas si le remède fonctionnera, mais qu'ils ne peuvent tout simplement pas prendre le risque. Pour le consortium, l'avidité l'emporte sur la vie de l'humanité tout entière. Tai Shan déclare que le boulot est terminé et ordonne à Wei Wuya de l'achever. Leur mission est de confisquer l'artefact et de s'assurer qu'il ne voit jamais le jour. Lynxu ne peut que halter, le sang dégoulinant de son menton alors que le poids de la trahison s'abat enfin sur lui. Il réalise que tout son périple n'était qu'une pièce de théâtre pour le profit des corporations. Il les maudit tous, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque rempli de pur venin. Il condamne le consortium pour son avidité sans âme alors qu'il gît brisé à leurs pieds. Lynxu admet qu'il a été naïf de jamais croire en eux, son visage caché dans l'ombre face à ses derniers instants. Ses anciens alliés se contentent de le regarder, impassibles face à son désespoir. Wei Wuya ricana, demandant ce qu'il marmonnait aux portes de la mort et lui disant de retenir la leçon dans l'autre monde. Soudain, le visage de Su Ying devint d'une pâleur cadavérique alors qu'elle réalisait que quelque chose clochait gravement. Une lumière aveuglante jaillit de Lynxu alors qu'il lâche un dernier rire de défi. Les traîtres réalisent trop tard qu'il ne va pas tomber sans se battre. Le groupe panique alors que la poussée d'énergie s'intensifie, réalisant que Lynxu essaie de tous les emporter avec lui. Wei Wuya hurle de l'arrêter vite, mais le pouvoir devient déjà incontrôlable. Lynxu déclenche son atout final, descente abyssale, sacrifiant sa propre vie pour invoquer une mer de magma depuis le royaume démoniaque. Les avertissements du système clignotent en rouge sur l'écran alors que le sol de la tour commence à se désintégrer. Toute la zone est engloutie par une lumière rouge aveuglante alors que la compétence de sacrifice atteint son paroxysme. Il n'y a aucune échappatoire pour quiconque se trouve encore au 999e étage. Les dernières pensées de Lynxu sont un pur refus, le refus d'accepter un monde où l'avidité gagne toujours. Il embrasse la faim, déterminé à effacer ceux qui lui ont fait du tort. Les alertes du système hurlent que la mort est imminente, pressant l'utilisateur de se désengager immédiatement. Mais pour Lynxu, il n'y a pas de retour en arrière possible face à ce choix final. Flashback. Un Lynxu plus jeune et sa sœur Xiaoyu s'agenouillent devant le mémorial de leurs parents. Ils ont tout perdu lors de la toute première attaque de bêtes démoniaques. Il a eu la chance de devenir un professionnel éveillé, et depuis ce jour, il a consacré sa vie à protéger sa sœur. Il s'est entraîné et a combattu jour et nuit, animé par cet unique but. Il s'est battu avec tout ce qu'il avait, gravissant les échelons jusqu'à devenir le légendaire tireur d'élite que le monde admirait. Son talent était inégalé, son dévouement absolu. Le public l'acclamait comme un saint, une lueur d'espoir pour l'humanité dans un monde de monstres. Mais sous la célébrité, Lynxu ne se souciait que d'une chose, sauver sa sœur.
Il réfléchit à la façon dont il pensait bien faire, pour réaliser qu'il avait négligé la personne qu'il aurait dû protéger le plus. Xiaoyu avait caché sa maladie, juste pour qu'il ne s'inquiète pas. La nouvelle du médecin a été un coup dévastateur, révélant que l'état de Xiaoyu s'était aggravé en secret. Ling Xu a compris que sa quête de pouvoir l'avait rendu aveugle à la souffrance qui se trouvait juste sous ses yeux. À l'hôpital, Xiaoyu est branchée à des machines. Sa respiration peu profonde alors qu'elle tousse dans un masque à oxygène. Elle lui dit qu'elle va bien, essayant toujours de réconforter son frère même alors que sa vie s'estompe. Elle lui dit qu'elle ne sera enfin plus un fardeau pour lui, ses yeux remplis d'une paix tragique. Les machines bipent régulièrement, rappel constant du peu de temps qui leur reste. Le moniteur cardiaque affiche soudainement un tracé plat, le long bip continue résonnant dans la chambre stérile. C'est le son de la fin du monde pour Ling Xu. Le dernier souhait de Xiaoyu était qu'il vive une belle vie. Ling Xu s'effondre en larmes, perdant la seule personne qu'il a passé sa vie entière à essayer de protéger. Il remet en question le sens de vivre dans un monde si vide et si cruel. Le souvenir de sa voix le hante alors qu'il fait face à sa propre faim dans la tour. Des voix désespérées emplissent son esprit, des parents suppliant « Seigneur œil vif » de sauver leurs enfants et de les aider à trouver des médicaments. Il réalise combien de personnes souffraient tout comme lui. Il pense aux gens qui n'ont plus d'argent pour se soigner et sont forcés de risquer leur vie dans les tours. L'exploitation systématique par le consortium devient d'une évidence écœurante. Un gros plan sur un œil grand ouvert et injecté de sang capture le moment d'une réalisation angoissante. Le remède était juste sous leur nez, mais ils n'étaient tous que des pions dans un jeu corporatif. Une photo de Ling Xu et Xiaoyu les montre souriant lors de temps plus simples. Il repense à ses souhaits modestes, emmener sa sœur en voyage, lui acheter de beaux vêtements et voir toutes les tours ensemble. Ses désirs sont simples mais profonds, nés d'une vie de pauvreté et de perte. Tout ce qu'il voulait, c'était voir ce que les tours légendaires avaient à offrir et offrir une vie meilleure à ceux qu'il aimait. De retour au présent, le monde s'efface. Ling Xu est rempli d'une haine brûlante envers le système et les gens qui maintiennent les autres dans l'ignorance pour le profit, jurant qu'il ne veut plus jamais que cela se reproduise. Les avertissements du système hurlent en rouge, annonçant que ses PV ont atteint 0 et que sa vie est sur le point de s'achever. Même alors que la lumière s'éteint, son esprit est fixé sur ces connards ennuyeux qui l'ont trahi juste au moment où il était sur le point d'aider tout le monde. Il fixe les visages de ces traîtres une dernière fois, sa vision brouillée alors que la compétence le consume. Sa dernière pensée est un ordre singulier et puissant, tuer les ordures qui se sont mises en travers de son chemin. Le sol du 999e étage commence à se désintégrer en éclats de lumière et d'énergie. Le sacrifice est complet, et la tour elle-même semble trembler face à la force de l'acte final de Ling Xu. Un mystérieux cristal vert, le fragment d'artefact de la cupidité, commence à pulser d'une lumière étrange tandis qu'une invite du système apparaît. Il a détecté un désir si fort qu'il remplit les conditions d'activation. Le cristal commence à changer et à briller de teinte arc-en-ciel, réagissant à l'esprit inflexible de Ling Xu. Le système de la tour reconnaît l'activation, confirmant que le processus a commencé. Une fenêtre d'état confirme que la liaison est réussie et que le fragment d'artefact divin a été déverrouillé. Le cristal fusionne avec l'âme même de Ling Xu, son pouvoir coulant à travers lui-même alors que son corps meurt. Un message de célébration apparaît sur un fond violet tourbillonnant, félicitant le joueur pour avoir acquis l'artefact divin du grand péché, cupidité. C'est le moment où tout bascule pour Ling Xu. La scène passe brusquement à un réveil numérique affichant 20h30. Il BIPE sans cesse au milieu d'une chambre en désordre, bien loin du chaotique dernier étage de la tour. Un poing s'abat sur le réveil, fracassant le boîtier en plastique et faisant voler les vis. Le bruit est instantanément réduit au silence par la force brute du coup. Ling Xu s'assoit dans son lit, haletant et trempé de sueur, alors qu'il regarde autour de son ancienne chambre avec confusion. Il était certain de venir de mourir, et pourtant le voilà, de retour dans les bas-fonds. Il se tient la tête, essayant de comprendre cette situation impossible, alors qu'il regarde les débris sur sa table de nuit. La réalité de son environnement forme un contraste choquant avec les souvenirs de ses derniers instants. Ling Xu fixe son reflet dans le miroir, les yeux écarquillés alors qu'il réalise que son visage a l'air beaucoup plus jeune qu'il ne devrait. Il se touche la mâchoire, essayant de confirmer que ce n'est pas juste une autre hallucination. Une voix résonne dans la pièce, lui demandant quel choix il ferait si on lui donnait la chance de recommencer. Une énergie violette tourbillonne soudainement autour de la main de Ling Xu, formant une marque qu'il ne connaît que trop bien. Un immense esprit serpentin aux yeux jaunes brillants et aux écailles violettes ornées se matérialise derrière lui. L'air dans la petite pièce s'alourdit sous la présence d'une puissante entité ancienne. La créature domine Ling Xu, ses multiples yeux fixés sur lui avec une intensité terrifiante.
Elle se présente d'une voix qui semble faire vibrer les murs eux-mêmes. L'esprit s'identifie comme Asmodée, le dieu démon de la cupidité. Lynxu regarde avec admiration la manifestation de l'artefact qu'il vient d'acquérir se faire connaître. Lynxu se demande si l'artefact a fusionné avec lui au moment où il a activé la compétence de suicide. La présence d'Asmodée est la preuve que le grand péché de la cupidité fait désormais partie de lui. Asmodée promet d'emmener Lynxu dans les abysses de la cupidité et de lui accorder le pouvoir correspondant. Une fenêtre d'état apparaît, montrant Lynxu en tant qu'archer de niveau 1, exactement comme à ses tout débuts. Lynxu est abasourdi de voir ses anciennes statistiques, réalisant qu'il a éveillé une classe avant même d'entrer dans la tour cette fois-ci. Mais alors qu'il regarde, les informations sur l'écran commencent à se déformer et à bugger. Les multiples yeux du serpent se plissent, son regard perçant l'âme de Lynxu. Il répète le mot « classe », comme si le concept même était indigne du pouvoir qu'il s'apprête à octroyer. La fenêtre d'état se brise comme du verre, révélant un titre caché bien plus puissant en dessous. Les anciennes étiquettes sont balayées alors qu'une nouvelle identité est forgée pour le héros régressé. Lynxu est enveloppé dans un pilier de lumière violette lorsqu'il reçoit la notification. Il rit de l'ironie, ses yeux brillant d'un nouvel objectif alors que l'énergie déferle dans son corps. Le système félicite officiellement Lynxu pour avoir éveillé la classe cachée, seigneur de la cupidité. La transformation est achevée, et le chemin qui l'attend est désormais fondamentalement changé. L'énergie violette continue de tourbillonner autour de lui alors qu'il ressent le poids de son nouveau pouvoir. Ce n'est pas un éveil ordinaire. C'est la naissance de quelque chose que la tour n'a jamais vu auparavant. Un nouveau message confirme que la classe cachée est automatiquement liée à une arme exclusive unique, l'arc de la cupidité. L'arme se matérialise dans sa main, bourdonnant d'une sombre énergie céleste. Lynxu se tient droit dans sa chambre, agrippant l'arc violetoyant avec un regard déterminé. On lui a donné une seconde chance. Et cette fois, il a le pouvoir d'un dieu démon pour s'assurer que ses erreurs passées ne se reproduiront jamais. Une alerte du système retentit dans la vision de Lynxu, révélant un attribut complètement chéaté. Chaque tir réussi avec son nouvel arc augmentera de façon permanente sa santé maximale de 1. Lynxu serre l'arc de la cupidité, sentant la montée en puissance. L'idée que ses PV s'empilent à l'infini juste en attaquant sonne comme un code de triche d'un artefact divin. Asmodée n'est pas du genre à le laisser célébrer gratuitement. L'esprit serpent plane sur lui, lui rappelant que tout pouvoir massif a un prix tout aussi massif. Une quête quotidienne apparaît, satisfaire la soif. Pour conserver ce pouvoir, Lynxu a 24 heures pour réussir 30 000 tirs valides avec l'arc. Asmodée se moque de la difficulté, notant qu'une personne ordinaire ne pourrait pas toucher autant de cibles même en bossant à en crever. L'ombre de l'esprit s'agrandit alors qu'il explique les mécaniques macabres. Le tribut est le piège. Pour qu'un tir compte dans le total, la cible doit réellement perdre de la santé. Pas question de juste tirer sur des arbres ou des murs. Asmodée le regarde de haut avec un sourire de prédateur. À ce rythme, 30 000 êtres vivants pourraient être difficiles à trouver dans ces rues tranquilles de banlieue. Si Lynxu échoue à cette tâche impossible, la punition sera sévère. Asmodée ne le tuera pas, mais l'alternative est bien pire. L'esprit menace de le traîner dans l'enfer de la cupidité. Il passera 1 heure dans ce royaume cauchemardesque pour chaque flèche qui lui manque par rapport à son objectif. Lynxu voit son propre reflet dans l'œil brillant du serpent. Asmodée lui offre une porte de sortie. Il peut renoncer à son identité de seigneur de la cupidité et redevenir un archer normal. Il pourrait juste utiliser sa connaissance du futur pour vivre une vie tranquille avec sa sœur. Il est toujours un œil vif, et il pourrait bien gagner sa vie sans prendre de risques. Un sourire froid et tranchant se dessine sur le visage de Lynxu. Une vie tranquille et médiocre ne l'intéresse pas. Il pèse la contrainte physique de la quête. Même un archer de haut niveau atteindrait sa limite à 1000 tirs, et cet arc nécessite une force de tir de 200 livres. Malgré les probabilités insensées, Lynxu accepte le défi sans hésitation. Il est prêt à payer n'importe quel prix pour changer son destin. Asmodée lâche un petit rire sourd, satisfait de ce choix. Le marché est conclu, et la voie à suivre est claire. Lynxu regarde l'énergie violette se dissiper de sa main. Il viendra bientôt régler ses dettes, en commençant par le consortium Yaoxing et tous les autres enfoirés qui l'ont trahi. De retour au présent, le soleil matinal frappe la rue tranquille à l'extérieur. C'est une scène paisible qui contraste vivement avec la violence qui bouillonne dans son esprit. Lynxu se tient dans sa petite chambre, regardant son modeste environnement. Une porte grince derrière lui, le prenant au dépourvu. Lynx Yaoyu passe la tête, ronchonnant à cause du bruit. Elle lui demande s'il essaie de démolir la maison dès le matin.
Elle pointe du doigt le sol où le réveil gît en morceaux. Le petit appareil n'a pas survécu à son éveil brutal. Xiaoyu souffle, lui rappelant qu'il ne leur reste plus beaucoup d'argent de poche pour le mois. Pour elle, un réveil cassé est un désastre financier majeur. Sans dire un mot, Lynxu la tire dans une étreinte serrée et désespérée. Il se fout de l'argent ou du bruit, il est juste heureux qu'elle soit là. Il serre sa sœur contre lui, les yeux embués alors que le poids de sa seconde chance l'atteint. La voir saine et sauve a plus de valeur que n'importe quel artefact divin. Xiaoyu se fige, complètement déconcertée par cette soudaine démonstration d'émotion. Ce n'est pas le frère qu'elle connaît. Elle commence à le repousser, lui disant d'arrêter d'être aussi bizarre. Elle plaisante en disant qu'il agit comme s'il vivait des adieux dramatiques à la vie et à la mort. Lynxu force un petit rire, cachant la douleur dans ses yeux. Il sait que dans sa vie précédente, le temps de Xiaoyu s'était écoulé à peine 1 an à partir de maintenant. Elle balaie l'incident d'un revers de main et se dirige vers la porte pour aller préparer le petit déjeuner. Elle est juste contente qu'il soit enfin réveillé. Lynxu la regarde partir, son expression se durcissant. Dans cette vie, il ne la laissera jamais mourir comme ça à nouveau. Une série de coups lourds et violents fait soudain trembler la porte d'entrée. Xiaoyu s'arrête net, surprise par ce bruit agressif. Lin Xiao. Ouvre la porte, je sais que t'es là. Le cri est accompagné d'un autre coup de pied qui fait vibrer l'encadrement. Les yeux de Lynxu se plissent alors qu'il reconnaît la voix. C'est un son d'un passé qu'il préférerait oublier. Il se place devant sa sœur, le visage glacial. Il lui dit de rester calme et de se cacher derrière lui. La porte vole en éclats alors que 3 racailles font irruption dans le petit appartement. Shan Mao mène la bande, agissant comme s'il était chez lui. Shan Mao s'avance avec un rictus, réclamant l'argent que Lynxu est censé devoir. Il lâche que le Bossiong perd patience. Lynxu le dévisage, les souvenirs de leur précédente collecte refluant. Ces mecs étaient les vautours qui tournaient autour d'eux quand ils étaient au plus bas. Un souvenir fulgure dans son esprit, la vue de son propre sang dégoulinant sur sa main. Il leur avait remboursé chaque centime, mais ce n'était jamais assez pour eux. Dans sa vie passée, Shan Mao et ses sous-fifres le plaquaient au sol et le tabassaient pour s'amuser. Il n'était qu'un sac de frappe pour passer le temps. Les sbires ricanaient en le tourmentant, lui disant qu'il était trop tard pour les regrets. Il kiffait le pouvoir qu'ils avaient sur un pauvre type impuissant. Il se souvient de la voix de Xiaoyu, sanglotant et les suppliant d'arrêter de se battre. C'était une existence misérable et impuissante. Ce gamin sans défense a disparu. Lynxu les regarde maintenant avec les yeux froids de quelqu'un qui est déjà mort une fois. Il leur dit carrément qu'il a déjà remboursé sa dette. Il leur demande ce qu'ils viennent foutre ici en réalité. Shan Mao se contente de sourire, les yeux pleins de malice. D'après ses calculs, Lynxu est encore très loin d'être quitte. Lynxu aborde le sujet des intérêts, prenant les voyous au dépourvu. Shan Mao est agacé que ce clochard endetté essaie de négocier. Le visage de Shan Mao se durcit alors qu'il rappelle à Lynxu que les règles du milieu ne changent pas juste parce qu'il le veut. Il a l'habitude d'avoir le dessus. Il continue sa leçon, disant à Lynxu que la faute revient uniquement à ceux qui empruntent au Bossiong. À ses yeux, un débiteur n'a pas le droit à la parole. Il ricane, remarquant un changement dans l'expression de Lynxu. Ce regard de défi dans les yeux du gamin est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Le gros bras en débardeur blanc s'avance, exigeant que Lynxu se mette à genoux et implore pitié. Il pense pouvoir encore victimiser le clodo, comme à la belle époque. Xiaoyu s'agrippe au bras de son frère, la voix tremblante alors qu'elle avertit que ces hommes sont des professionnels éveillés. Pour elle, se battre ressemble à une condamnation à mort. Lynxu lâche juste un petit sourire complice. Il sait exactement qui sont ces types, et dans cette vie, c'est lui qui a toutes les cartes en main. Il se le confirme à lui-même. En effet, il est différent maintenant. Il a fini de jouer les victimes. Il jette un coup d'œil à son panneau de statut mental, notant que si ses statistiques de base ne sont pas encore faramineuses, le boost physique de sa nouvelle classe est astronomique. La silhouette scintillante d'Asmo 2 apparaît dans son esprit, riant de cette réalisation. L'esprit est ravi de voir son hôte comprendre enfin l'ampleur de sa puissance. Asmo 2 explique que l'attribut du seigneur de la cupidité offre un boost 10 fois plus fort que n'importe quelle classe professionnelle standard. C'est un avantage massif qui brise l'équilibre de ce monde. Mais il y a un inconvénient. Il ne peut pas gagner d'attribut via le gain de niveau normal comme tout le monde. Il est maintenant lié à un système différent. Son seul moyen de devenir plus fort est d'accomplir les quêtes spécifiques définies par le système de la cupidité. Lynxu regarde la marque de dragon sur sa main, réalisant que son chemin vers le sommet sera pavé de ces défis. Le gros s'approche,
le traitant de morveux et perdant patience. Il n'a pas réalisé qu'il marche droit dans un hachoir à viande. Ling Xiu lève les yeux avec un sourire de prédateur, ses yeux reflétant une nouvelle soif de sang. Il traite les voyous de « vampires » et déclare que les choses ne vont pas se passer comme ils le veulent aujourd'hui. Dans un flou de mouvement, Ling Xiu décoche un coup de pied fracassant en plein dans la gueule du gros bras. L'impact envoie le colosse voler en arrière comme une poupée de chiffon. Shan Mao et le mage aux cheveux longs, Huang Mao, restent figés de pure incrédulité. Ils ne l'ont même pas vu bouger. Le gros s'écrase lourdement au sol, son esprit ayant littéralement l'air de quitter son corps sous le choc. Shan Mao ne peut que crier sa confusion alors que son meilleur muscle est neutralisé en un coup. Xia Huayu est tout aussi stupéfaite, les mains sur la bouche en regardant son frère. Elle ne l'a jamais vu déployer ce genre de puissance brute. Le choc de Shan Mao se transforme rapidement en rage. Il hurle sur Ling Xiu pour avoir osé riposter et se prépare à lancer une contre-offensive. Il affirme qu'il va apprendre au gamin la différence entre une « sous-merde » de roturier et un vrai professionnel éveillé. Il sous-estime toujours la menace. La marque de dragon sur la main de Ling Xiu commence à vibrer de puissance, brillant d'un violet éclatant. Ling Xiu manifesta un arc d'énergie dentelé à partir de la marque, regardant les voyous de haut avec le plus profond mépris. Il leur dit qu'il n'avait pas une seule seconde à perdre avec de la si petite friture. Shan Mao en a la mâchoire qui se décroche en voyant l'arme. La réalisation le frappe comme un train de marchandises. Le « clodo » est lui aussi un professionnel éveillé. Xia Huayu regarde de derrière, l'esprit en ébullition. Elle n'arrive pas à réconcilier le frère qui luttait pour joindre les deux bouts avec ce guerrier terrifiant. Réalisant qu'ils étaient dépassés, Shan Mao fit signe à ses sbires de s'en prendre à l'archer tous en même temps. Huang Mao réagit enfin, levant son bâton surmonté d'une gemme et disant à Ling Xiu de ne pas trop s'enflammer. Une boule de feu commence à se former au bout. Ling Xiu est trop rapide, esquivant les attaques et portant une autre frappe brutale à Shan Mao. Le travail d'équipe des racailles s'effondre sous la pression. Il fit un croc-en-jambe au chef, l'envoyant s'étaler au sol, le visage tordu par une pure panique. La boule de feu du mage était à quelques centimètres de son visage, et pourtant l'expression de Ling Xiu restait impassible. Pour faire simple, il avait un bouclier vivant juste à côté de lui. Pourquoi diable aurait-il peur de ces misérables boules de feu de niveau 1? D'un seul coup de pied, il poussa le dos de Shan Mao droit dans la boule de feu imminente, arrachant au voyou un hurlement perçant alors que les flammes calcinaient son corps. Avec son chef maintenant à terre, le mage réalisa soudain qu'il était coincé dans la pièce avec un monstre qu'il n'avait absolument aucune chance de battre. Le mage aux cheveux longs transpire à grosses gouttes, se demandant d'où diable ce genre d'expert a pu sortir. Dans un dernier acte de désespoir, il lève son bâton et enflamme une énorme boule de feu, avec l'intention d'emporter Ling Xiu avec lui. Mais le mage n'eut plus le temps de lancer le moindre sort. Ling Xiu pointa immédiatement son arme droite sur la gueule du type. Il tire une flèche en arrière et la pointe à quelques centimètres du visage de Huang Mao. Sa voix est de glace alors qu'il menace de tailler le gars en 100 morceaux et de le pendre à une caserne de pompiers. Huang Mao est complètement paralysé par la peur, les dents serrées alors qu'il fixe la pointe incandescente de la flèche d'énergie. Le bâton tombe de ses mains tremblantes, cliquetant sur le sol. Il se laisse tomber à genoux et implore pour sa vie, se rendant complètement. Il sait qu'un seul mouvement de plus et il est mort. Ling Xiu se tient au-dessus des voyous brisés, son arc violet brillant toujours. Il demande à Huang Mao s'il a fini de se battre ou s'il a besoin d'être convaincu un peu plus. Ling Xiu resserre sa prise sur l'arc violetoyant, ses yeux fixés sur la racaille restante alors qu'il lance un dernier avertissement. Il met les choses au clair. Tout harcèlement supplémentaire sera accueilli par bien plus qu'une simple menace. L'énergie crépite autour de la flèche manifestée alors que Ling Xiu tend la corde. L'intensité de son aura crée une onde de choc qui fait vibrer le petit appartement, ne laissant aucune place à la négociation. Huang Mao dévisage la pointe de la flèche d'énergie, le visage déformé par la terreur pure et la sueur dégoulinant de son menton. La puissance brute émanant du garçon qu'il tyrannisait autrefois est totalement paralysante. La libération d'énergie envoie des ondes dans l'air, ébranlant visiblement les fondations du complexe d'appartements délabrés. Un flash violet aveuglant illumine le couloir, signant la fin de la confrontation. D'un regard froid et posé, Ling Xiu dissipe l'arme d'énergie. Il déclare qu'il est plus que disposé à raisonner avec leur boss en personne s'il ne pige pas le message. Il ordonne à Huang Mao de ramasser ses potes inconscients et de se casser sur le champ. Huang Mao, humilié et tremblant, s'exécute rapidement tandis que Ling Xiaoyu regarde depuis l'embrasure de la porte, l'expression pleine de confusion. Huang Mao se précipite hors de la porte, portant le poids de ses amis vaincus tout en criant son accord désespéré.
Il disparaît dans le couloir aussi vite que ses jambes le lui permettent, laissant le couloir soudainement silencieux. Ling Xiaoyu se tourne vers son frère, ses grands yeux fouillant son visage à la recherche du moindre signe de la personne qu'elle connaissait. Le silence entre eux est lourd du poids de ce qu'elle vient de voir. Elle lui demande directement s'il est toujours son frère, la voix tremblante en évoquant la possibilité d'une possession par un être immortel. Le décalage de sa puissance et de sa personnalité est tout simplement trop vaste pour qu'elle puisse le concevoir. Ling Xiu lâche un petit rire sec, la taquinant d'avoir lu trop de romans de fantasy. Il essaie de détendre l'atmosphère avec une réponse désinvolte et familière, bien que la sueur sur son front trahisse l'effort que ça lui coûte. Il lui fait un pouce en l'air rassurant, insistant sur le fait qu'il est on ne peut plus réel. Derrière lui, la silhouette massive et aux yeux multiples d'Asmode s'attarde, ses yeux dorés brillants d'une intelligence sinistre que Xiaoyu ne peut pas voir. L'esprit ricane dans l'esprit de Ling Xiu, notant que même s'il ne s'agit pas de possession, une renaissance est une nuance qui pourrait lui échapper. Ling Xiu ignore le commentaire, se concentrant entièrement sur sa sœur. Xiaoyu reste sceptique, les sourcils froncés alors qu'elle le fixe. L'atmosphère dans le couloir reste tendue malgré le départ des loupards. Elle pointe le danger évident. Il a tabassé les hommes de Zhanyong, et de violentes représailles sont presque certaines. Sa peur pour leur sécurité l'emporte sur tout soulagement ressenti face à la fuite des voyous. Une image mentale de l'imposant et balafré Han Yong plane derrière Ling Xiu. Il ne sait que trop bien que le chef du gang des tigres est un homme qui ne comprend que la force et se fout éperdument de la raison. Une notification du système apparaît dans le champ de vision de Ling Xiu, détaillant le profil de Zhang Yong'an tant que berserker de niveau 25. Le niveau de menace est clair, mais l'expression de Ling Xiu reste sombrement déterminée. Xiaoyu remarque le regard sombre et calculateur sur le visage de son frère et l'interpelle, trouvant son expression actuelle assez terrifiante. Elle commence à réaliser à quel point il a changé en si peu de temps. Ling Xiu adoucit instantanément son regard et tend la main pour lui tapoter la tête, minimisant toute la situation comme si c'était une broutille. Xiaoyu repousse sa main, faisant la moue et exigeant qu'il arrête de la traiter comme une gamine. Son expression joueuse disparaît en une fraction de seconde lorsqu'il aperçoit son avant-bras. Ses yeux s'écarquillent soudainement d'inquiétude, son corps se raidissant comme s'il avait vu un fantôme. Il attrape brutalement son bras, remontant sa manche pour révéler une large éruption cutanée violette et écailleuse qui s'étend sur sa peau. Xiaoyu lâche un halètement de surprise, sursautant face à sa soudaine intensité. Les écailles sont sombres et prononcées, un signe clair de la maladie de la marque de la tour qui a commencé à la consumeur. Cette vue ramène un flot de sombres souvenirs à Ling Xiu. Il réalise avec la boule au ventre que la maladie apparaît beaucoup plus tôt et de manière plus visible que dans sa vie passée. Sa seconde chance est déjà menacée par une chronologie qui joue contre lui. Xiaoyu retire son bras, le visage rouge d'embarras et d'inconfort. Elle essaie de cacher la marque, ses mouvements rapides et défensifs. Elle détourne le regard, insistant sur le fait qu'elle va bien et lui disant de ne pas s'inquiéter autant. Ces tentatives de minimiser la gravité de la maladie ne font que renforcer la résolution de Ling Xiu. Elle marche vers la cuisine, annonçant son intention de se changer et de préparer le petit déjeuner. Ling Xiu reste silencieux dans le couloir, la regardant partir alors que son esprit carbure à la recherche d'une solution. Il réfléchit à la vraie nature du gang des tigres en tant que gant noir d'un puissant consortium, gérant le sale boulot que d'autres ne veulent pas toucher. Pour sauver sa sœur, il sait qu'il doit les démanteler de haut en bas. Un sourire sombre se dessine sur ses lèvres alors qu'il prévoit de récolter les intérêts sur tout ce que le consortium lui doit, en commençant par Zhanyong. Les silhouettes de ses futurs ennemis vacillent dans son esprit. Il connaît leurs règles mieux qu'eux, et il a la ferme intention d'utiliser ces mêmes règles pour les écraser. Le temps où il était une victime est révolu depuis longtemps. Il se souvient du désespoir écrasant de sa vie passée lorsque Xiaoyu est décédé de la maladie parce qu'il n'avait pas les moyens de payer le traitement. Ce souvenir est un brasier qui le pousse désormais à avancer. Mais cette fois, sa renaissance lui a donné le savoir dont il a besoin pour changer leur destin. Ses yeux brûlent d'une froide lumière bleue alors qu'il se concentre sur son objectif. Se tenant droit au milieu des ruines de son ancienne vie, Ling Xiu sait exactement où il doit aller. La clé de la survie de sa sœur se trouve dans le royaume caché du premier étage, et il est prêt à s'en emparer par tous les moyens nécessaires. Du côté du quartier général du gang des tigres, les choses tournent mal. Quelqu'un est très énervé. Zhanyong n'arrive pas à y croire. 3 de ses gars éveillés sont allés collecter une simple dette et sont revenus les mains vides. Il abat son poing massif sur le sol, fracassant le carrelage. Les gars qu'il a envoyés tremblent à genoux. Zhanyong se penche au-dessus de sa masse surmontée d'un crâne, le visage tordu en un rictus de colère.
Il a l'impression que tout l'argent qu'il a dépensé pour entraîner ses tocards vient de partir en fumée. Le sbire aux cheveux l'on tente de trouver une excuse, balbutiant que Lynxu était tout simplement bien trop fort pour eux. Même dans ses souvenirs, le gamin ressemblait à un démon. Zhang Yong ne veut rien entendre des excuses. Il balance son bras massif, cueillant le mec en plein visage. La force du coup envoie le subordonné tournoyer dans les airs. Zhang Yong n'a même pas l'air de forcer. Le gars heurte durement le sol, bavant et complètement KO. Un seul coup du boss a suffi. Zhang Yong se contente de les traiter de déchets. Il n'a aucune patience pour des ratés qui se laissent piétiner par un gamin. Il se dresse de toute sa hauteur, déclarant que personne ne fout le bordel sur le territoire du gang des tigres. Sa réputation est en jeu maintenant. Son ombre plane sur les hommes restants alors qu'il saisit sa lourde masse. L'air dans la pièce est lourd de sa rage. Il leur ordonne de sortir et de lui ramener Lynxu immédiatement. Les sbires se bousculent pour obéir, hurlant leur accord. Les membres du gang se précipitent hors de la pièce, désespérés d'échapper à la colère de leur boss. Ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à foirer une deuxième fois. Les yeux rouges de Zhang Yong brillent de malice. Il a hâte de montrer à ce gamin les conséquences de l'avoir offensé. Pendant ce temps, à l'entrée d'un quartier de villa de luxe, un vigile se comporte comme un pur connard. Il se moque de l'idée que Lynxu est un ami vivant ici. Il pointe un doigt en plein dans le torse de Lynxu, lui disant de se regarder dans un miroir. Pour lui, les frères et sœurs ressemblent juste à des mendiants pathétiques. Le vigile ricane, demandant s'il pense même être digne de connaître un propriétaire dans un endroit pareil. Il kiffe clairement son trip de pouvoir. Lynx Xiaoyu se penche et murmure à son frère, se demandant s'ils ne se sont pas trompés d'adresse. Cet endroit a l'air bien trop luxueux pour eux. Le garde pense avoir mis dans le mille. Il les accuse de fouiner dans les parages juste pour trouver un truc à voler. Les yeux de Lynxu deviennent froids et commencent à briller. Il n'est pas d'humeur pour les conneries de ce type aujourd'hui. Alors que le garde tend la main, Lynxu lui attrape le poignet dans une prise en étau. Il dit au gars de garder ses pattes pour lui et d'appeler le propriétaire de la résidence Jingxuan. Le vigile grimace, le visage déformé par la douleur. Il ne s'attendait pas à ce que le gamin riposte, et encore moins à ce qu'il soit aussi fort. Enragé, le garde sort sa matraque et la balance vers la tête de Lynxu. Il a fini de discuter. Lynxu le fixe, l'expression totalement neutre. Il prévient le garde de le lâcher, sinon il le tue sur le champ. Un klaxon bruyant retentit derrière eux. Une voiture rose élégante est postée juste devant le portail. Le conducteur se penche à l'extérieur, leur criant dessus parce qu'il bloque le passage. Il est clairement saoulé qu'on le fasse attendre. C'est Wang Yu, au look stylé avec ses cheveux roses et ses lunettes de soleil. Il exige de savoir pourquoi le portail n'a pas encore été ouvert. L'attitude du garde change du tout au tout. Il fait des courbettes au jeune maître, prétendant qu'il était juste occupé à chasser ces deux voleurs. Les yeux de Wang Yu s'écarquillent lorsqu'il reconnaît la personne qui se tient là. Il saute de la voiture, ignorant complètement le vigile. Il accueille Lynxu avec un immense sourire, tapant le poing comme si le temps ne s'était pas écoulé. Lynxu se contente de lui rendre un petit sourire calme. Le garde continue de déblatérer, les traitant de clochards et disant qu'ils ont même fait semblant d'être la famille de Wang Yu. Il n'a aucune idée à quel point il s'est planté. Le visage de Wang Yu s'assombrit. Il demande au garde s'il est aveugle, sa colère explosant instantanément. Il décoche un coup de pied sec qui envoie le garde rouler au sol. Il ne laissera personne parler de son « frère » comme ça. Wang Yu ordonne au type de dégager et de ne plus jamais pointer sa tronche. Le garde détale, terrifié et s'excusant à profusion. Lynxu regarde son ami, se souvenant de lui dans sa vie passée. À l'époque, Wang Yu était le riche héritier de la famille Wang et son meilleur pote de fac. Dans cette chronologie, Wang Yu a utilisé les ressources de sa famille et son propre talent pour devenir un chevalier bouclier célèbre. Il était un gros bonnet parmi les éveillés. L'expression de Lynxu devient sombre alors que les souvenirs affluent. Il se rappelle la fin tragique qu'a connue son ami. Au 58e étage de la tour, Wang Yu a été trahi. Il a été utilisé comme bouclier humain et est mort d'une mort brutale aux mains des monstres. Sa mort a déclenché une réaction en chaîne. La famille Wang entière a été ruinée, et ses parents ont fini par s'enlever la vie de désespoir. De retour au présent, Wang Yu est juste heureux de le voir. Il se demande pourquoi Lynxu a soudainement décidé de venir le trouver maintenant. Il demande si Lynxu s'est mis dans une sorte de pétrin. Il a toujours été du genre à foncer pour aider. Lynxu mentionne juste avec désinvolture qu'il a tabassé quelques hommes de Zhang Yong. Wang Yu en a la mâchoire qui tombe. Il sait exactement à quel point ce chef de gang est dangereux.
Wang Yu transpire à grosses gouttes, regardant Lingxu avec incrédulité. Il demande comment son ami a pu provoquer un chien enragé, comme Zhang Yong, réalisant que ça dépasse de loin un simple pétrin. L'héritier aux cheveux roses commence à paniquer, scrutant les environs avant de suggérer qu'il rentre chez lui pour parler en privé. Lingxu reste parfaitement calme, lui disant qu'ils sont très bien là où ils sont. Ling Xiaoyu lève les yeux vers son frère, l'expression pleine d'incertitude et d'inquiétude alors que la conversation prend une tournure sérieuse. Lingxu pose doucement une main sur l'épaule de sa sœur et la pousse vers Wang Yu. Il explique qu'il gérera la situation du gang lui-même et demande à son pote de veiller sur Xiaoyu pendant quelques jours. Wang Yu est pris au dépourvu, la sueur coulant sur son visage alors qu'il accepte d'aider. Il regarde Lingxu avec une expression confuse, demandant pourquoi il semble que son ami ne reste pas avec eux. Lingxu ferme les yeux un instant, le visage figé en un masque de détermination. Il déclare qu'il a quelque chose de bien plus important à faire, entrer dans la tour de Babel. La mention de la tour laisse Wang Yu complètement paumé, se demandant si son ami parle d'une sorte de jeu de société. Xiaoyu s'avance avec un sourire fier, annonçant que son frère s'est déjà éveillé en tant que professionnel. Wang Yu est sous le choc, pointant un doigt vers son ami tandis que Xiaoyu démontre avec enthousiasme la puissance de son frère par quelques coups de poing dans le vide. Elle se vante de la facilité avec laquelle il a étalé 3 professionnels éveillés. Lingxu regarde droit devant avec un regard vif et concentré. Il clarifie que son véritable but en entrant dans la tour est de trouver un remède permanent pour la maladie de Xiaoyu. L'énergie violette tourbillonne autour du jeune homme alors qu'il regarde le ciel. Il se dit que dans cette seconde vie, les choses vont être différentes. Ses yeux se plissent, reflétant une froide résolution de changer non seulement son propre destin, mais aussi la vie de ceux qui lui sont chers. Il fait le serment de sauver tous ceux qui sont morts dans son ancienne chronologie. Derrière lui, Xiaoyu et Wang Yu chuchotent sur à quel point il a changé. Xiaoyu se demande s'il n'est pas devenu une autre personne, tandis que Wang Yu plaisante en disant qu'il a toujours eu cet air constipé. La sourcille de Lingxu tressaille alors qu'il les surprend, demandant s'il pourrait au moins essayer de chuchoter quand il casse du sucre sur son dos. Il leur tourne le dos et commence à s'éloigner, les mains dans les poches. Il rassure Wang Yu que le gang des tigres n'osera pas causer de problème ici et dit qu'il se met en route. Lingxu s'arrête un instant, appelant son ami par son nom une dernière fois. Il jette un coup d'œil par-dessus son épaule, son œil brillant d'une intense lumière violette. Il donne à Wang Yu un avertissement cryptique mais mortellement sérieux. Ne choisis jamais, sous aucun prétexte, la classe chevalier-bouclier. Wang Yu et Xiaoyu restent plantés là comme des statues, complètement abasourdis par ce conseil étrange. Un oiseau passe en volant pendant que Wang Yu marmonne juste un « confus. La scène passe à la ville grouillante au pied de la massive tour de Babel. Des marchands sont partout, hurlant sur leurs potions, matériaux et compétences à quiconque passe. Une marchande fait signe depuis son étal, promettant les armures les plus solides à des prisonnettes à la foule d'aventuriers. Plus loin dans le marché, un vieil homme à la barbe épaisse et portant une casquette de mécano crie à propos de ses propres prix équitables. La zone est un bordel chaotique de commerce et de bruit. Lingxu marche à travers la foule, ignorant totalement le vacarme alors qu'il garde les yeux fixés sur la tour qui se dresse au-dessus. Un homme balafré et à l'air suspect l'arrête, brandissant une fiole verte luisante. Il demande si Lingxu se dirige vers le premier étage et lui propose des articles essentiels, comme de la morora et des remèdes contre la peste. Lingxu ne s'arrête même pas, disant au gars de la mettre en veilleuse parce que les rats géants de la tour ont une résistance élevée à ces potions bon marché. Il affiche le marchand pour avoir essayé d'arnaquer les gens. Le marchand reste sans voix, fixant le jeune homme sous le choc. Un autre voyageur à proximité se demande si le gamin n'est pas une sorte d'expert chevronné. Lingxu continue d'avancer, sachant que ces arnaqueurs du marché noir bossent sûrement pour le gang des tigres. Il note que les nouvelles de sa récente baston n'ont pas encore atteint ce quartier. Le marchand se moque dans son dos, regardant la tenue banale de Lingxu et décidant que le gamin a juste lu un guide quelque part et qu'il joue les durs. Lingxu arrive au pied de la tour, son profil éclairé par l'énergie bleue rayonnante de l'entrée. Il lève les yeux vers la structure massive, pensant au timing de son arrivée. La tour de Babel est là depuis une décennie, et les premiers étages sont considérés comme de notoriété publique. Il entre dans la lumière blanche aveuglante du portail. Il sait que le premier étage a été nettoyé depuis des années, mais il ne cherche pas le butin habituel. Son corps est enveloppé d'une énergie bleue tourbillonnante alors qu'il entame la transition vers l'intérieur de la tour. Il se rappelle que dans exactement une semaine, un royaume caché et secret du premier étage est destiné à être découvert. Il se souvient comment une escouade de novices du puissant consortium Xinjiao a trouvé ce royaume par pur hasard dans sa vie passée.
Les gros titres de l'actualité et les écrans de vente aux enchères clignotent dans sa mémoire, montrant les massives guerres d'enchères qui ont suivi. Ils ont trouvé le « cœur de cristal actif », un objet qui est devenu une sensation mondiale. Les yeux de Lynxu brillent d'une lueur froide et prédatrice. Il connaît la vraie raison pour laquelle ce cœur avait tant de valeur. C'est la seule chose qui peut guérir complètement la maladie de la marque de la tour. Un gros plan de son œil révèle l'intensité pure de sa concentration alors que la téléportation s'achève. Lynxu se retrouve debout à la lisière d'une ville désolée et en ruine. Il est résolu à s'emparer du cœur de cristal avant que les corporations ne puissent mettre le grappin dessus. Il se tient sur un tas de décombres, regardant les bâtiments en ruine de la cité abandonnée. C'est une vision qu'il n'a pas eue depuis longtemps, et elle fait remonter un flot de lointains souvenirs. Les ruines de l'ancienne cité sont silencieuses, enterrées sous les décombres et la moisissure. C'est le premier étage de la tour de Babel. Lynxu se tient prêt, son arc d'énergie violette crépitant dans sa main. Un rat mutant surgit de l'ombre en couinant, les yeux injectés de sang. Lynxu ne scie même pas, armant une flèche violette lumineuse. Un seul tir suffit pour lui faire sauter la cervelle proprement. Le système bip et lui accorde 15 points d'expérience. Lynxu se contente de sourire en coin. Il se demande combien il en a descendu jusqu'à présent. Chaque tir réussi ajoute un point à ses PV max. D'autres couinements résonnent dans les débris, il a l'embarras du choix. Les rats sont partout, grouillant sur le béton armé brisé. Lynxu ne recule pas d'un poil, encerclé par une véritable marée de fourrures et de crocs. Il regarde autour de lui, surpris de voir à quel point ils réapparaissent en masse. Il l'attaque de tous les côtés, en feulant et en claquant des dents. Il fait une vrille dans les airs, décochant un tir en plein saut pour se libérer un passage. Chaque flèche fait mouche, et sa jauge de vie ne fait que grimper. Il les maintient à distance d'un coup de pied pendant qu'une autre flèche quitte la corde. C'est un massacre rythmé, la lumière violette éclairant les ruines par éclats. Les cadavres de rats mutants commencent à s'entasser autour de lui. Il s'arrête une seconde, certain que le taux d'apparition de la tour a complètement changé par rapport à sa vie antérieure. À l'époque, une situation pareille aurait été un arrêt de mort pour un bleu. Mais maintenant, il replonge dans la mêlée sans la moindre hésitation. Il se rappelle qu'il n'était pas le plus fort des mercenaires pour rien. Il invite la horde à venir tenter sa chance, un regard sauvage dans les yeux. Il bouge comme l'éclair, transformant la ruelle en un véritable hachoir à viande. Même avec tous ces morts, il se dit que ce n'est toujours pas suffisant. Il veut les traquer jusqu'au tout dernier. Les flèches volent dans toutes les directions, faisant grimper ses stats en flèches. Son compteur de quête frôle déjà les 9000 tirs réussis. Il dit au rat d'abandonner et de se transformer gentiment en point de vie. Il dépasse la barre des 10 000 tirs avec pas mal de temps d'avance. À ce rythme, boucler cette quête va être une promenade de santé. Une notification apparaît. Il vient de passer niveau 5 et peut choisir une récompense. Lynxu examine ses nouvelles options de compétences, hésitant entre œil d'aigle pour les infos et pas vif pour la vitesse. Mais avec cette horde qui lui fonce dessus, il sait qu'il a cruellement besoin de cette flèche multiple de zones pour faire le ménage. Il commence à faire son choix, un sourire sombre sur les lèvres. Il décide de tout embarquer. Asmodeu se dresse derrière lui alors que son trait secret, Avarice, s'active. L'esprit ricane, disant que c'est exactement pour ça qu'il a choisi. La puissance l'envahit alors qu'il débloque la première compétence, œil d'aigle. Il apprend aussi flèche multiple et pas vif, contournant ainsi les règles habituelles. Ses yeux brillent d'une nouvelle lueur dorée lorsqu'il active œil d'aigle. Des réticules de visée se verrouillent sur les rats, indiquant précisément quand ils vont attaquer et ce qu'ils vont lâcher. Il enclenche pas vif, bougeant si vite que les rats ne peuvent même pas l'approcher. Il est juste saoulé de voir que le taux de drop est complètement naze. Une nouvelle vague de rats charge en avant dans un vacarme de cris. Il tend son arc, prêt à tester sa nouvelle flèche multiple. Une pluie d'énergie violette s'abat sur la meute, pulvérisant les rats en morceaux. Une autre vague de rats mutants détale dans le noir, leurs yeux rougeoyants. Lynxu s'arrête, ses yeux dorés balayant les ruines. Hein. Les couinements s'intensifient, mais au lieu d'attaquer, les rats envahissent chaque recoin de la rue. Il les regarde battre en retraite un court instant. Ces trucs ne connaissent pas la peur. Ils se préparent juste pour la prochaine vague. Il trouve ces petits temps morts entre les vagues assez relous, mais il en redemande. Une autre meute défonce les murs plus vite que prévu. Ils se jettent sur lui comme des furieux. Avec des intervalles aussi courts, c'est devenu une seule et unique horde sans fin. Il le contourne pour lui couper toute retraite. Le voilà encerclé, et comme Pavif est encore en recharge, il décide de sauter directement au milieu du tas. Les rats s'agrippent à ses bras et ses épaules, le mordant cruellement. Des petits chiffres de dégâts s'affichent, mais c'est à peine une égratignure. Il sourit en coin. Ah, c'est vrai, j'ai même pas senti passer. Avec plus de 10 000 PV, il n'a absolument rien à craindre. Il libère une onde d'énergie pour s'en débarrasser. Une énorme explosion de lumière violette incinère les rats accrochés à lui. Amenez-vous.
Des flèches violettes fusent de partout alors qu'il tient sa position au centre de l'essème. Il veut voir ce qui s'épuisera en premier, leur nombre ou ses points de vie. Spoiler, ce ne seront pas ses PV. Même après ça, il n'est toujours pas satisfait de son score de victime. Il lui en faut plus. Soudain, une ombre massive se projette sur lui. Il se retourne et tombe sur un truc bien plus gigantesque qu'un simple rat. Il esquive d'un bond alors qu'un lourd membre mécanique s'écrase pile là où il se tenait. C'est un énorme hybride entre un rat et une machine. Il ne s'attendait pas à croiser ça dès son premier run au premier étage. Il l'identifie comme l'amalgame de rat géant mutant. C'est un boss caché qui apparaît d'ordinaire pour des raisons inconnues. On peut dire que j'ai de la moule, dit-il en activant œil d'aigle, convoitise pour voir à quoi il a affaire. Le système confirme que c'est un seigneur caché de niveau 15. Cette bête n'a une chance d'apparaître que si on a chassé plus de 10 000 rats. Le boss le fixe de ses multiples yeux rouges et brillants, ses composants mécaniques tournant à plein régime. Ses compétences sont vicieuses. Il peut cracher du liquide corrosif, écraser ses ennemis et même se diviser en petits rats pour se reformer plus tard. Le boss régénère aussi 5% de ses PV max toutes les secondes. La plupart des joueurs appellent ce truc le cauchemar du premier étage. Mais pour Lynxu, cette régénération est une vraie aubaine. Ça veut dire qu'il peut le canarder indéfiniment. Il affiche un sourire de prédateur. Du coup, je peux lui tirer dessus autant que je veux, non? L'amalgame renifle l'air et ouvre sa gueule béante, préparant une attaque. Il projette un jet de crachat vers corrosif droit sur lui. Lynxu active pas vif, laissant une traînée verte derrière lui en esquivant l'acide. L'acide frappe le sol dans un sifflement, faisant fondre la pierre. Ça rigole pas, son acide. En plein vol, il se rappelle à quel point cet adversaire était coriace dans sa vie passée. À l'époque, il n'aurait même pas rêvé de l'affronter si tôt. Le boss commence à se diviser en une nuée de rats mutants ordinaires, utilisant sa compétence coalescence et dispersion. Lynxu regarde le corps massif se dissoudre en des centaines de petites créatures qui grimpent le long des murs. Ses compétences de haut niveau commencent à lui manquer, mais il arme son arc malgré tout. C'est l'heure du petit test. Il active flèches multiples, lâchant une volée qui s'éparpille dans toute la ruelle. Les notifications du système s'accumulent à chaque flèche qui touche. Coup réussi, plus un s'affiche en boucle. La progression de sa quête dépasse les 18 000 tirs. Là, il avance pour de bon. Il retombe au sol, encerclé par une nouvelle vague de petits rats. C'est quoi ce bordel? Les petits rats se mettent à bondir dans les airs, reformant la créature mécanique géante juste au-dessus de lui. L'amalgame prépare son écrasement de membres géants, le dominant comme une tour de ferraille et de crocs. Attention devant. Lynxu se réceptionne en position accroupie, le sol se fissurant sous ses pieds. Les dégâts basés sur les pourcentages sont une vraie menace maintenant. Il ne peut pas se permettre de prendre un autre coup direct. Pourtant, il a un plan. Même dans sa vie antérieure, très peu de gens connaissaient la faiblesse fatale et secrète de l'amalgame. La bête massive abat son membre, mais elle loupe Lynxu et écrase ses propres petits rats à la place. Le système confirme qu'elle est désormais dans un état affaibli et confus. En rassemblant la horde et en poussant le boss à écraser ses propres clones, il a forcé à se mettre à découvert. Ses yeux dorés brillent de calcul. Cette ouverture lui offre une opportunité en or pour infliger d'énormes dégâts sans craindre de contre-attaque. Pour un tank, encaisser un coup à 50% de ses PV pour déclencher cet état est un échange qu'il ferait tous les jours. Par chance, sa jauge de PV à lui est un puissant fond. Il arme à nouveau son arc d'énergie violette, un sourire confiant aux lèvres. Maintenant, sois un gentil toutou et laisse-moi farmer mes quêtes quotidiennes. Des flèches violettes pleuvent sur le boss sonné. Chaque coup le rapproche de son énorme objectif de quête. La bête commence à bouger, ses yeux rouges clignotants. Il remarque qu'elle se réveille. Le moment de vérité pour n'importe quel groupe de raid normal. Si les dégâts par seconde du groupe ne sont pas assez élevés pour l'achever maintenant, les compétences chéatées du boss les balayeront dès son réveil. Pour gagner, il faut trouver le noyau de l'amalgame. Le rat unique qui contrôle toute la fusion mécanique. D'innombrables groupes pro ont été rayés de la carte simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à dénicher cette cible minuscule. Lynxu plisse les yeux, des motifs d'étoiles dorées brillant dans ses pupilles alors qu'il concentre son œil d'aigle. Pas de bol pour lui, dénicher des trucs, c'est ma spécialité. Il repère le rat noyau bien caché au fond des débris mécaniques. Il arme une puissante flèche d'énergie. La plupart des gens paniquent, mais il suffit de regarder où les rats se rassemblent quand l'état d'affaiblissement se termine, c'est super facile à repérer. Il visait. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait ça qu'il en avait presque oublié le frisson. Un regard d'une confiance absolue se lit sur son visage. Le tout premier rapport de recherche de combat sur le boss caché de cet étage. C'est lui qui l'a écrit. Il lâche la flèche, un trait de lumière violette qui transperce le torse du boss de part en part. Le système l'avertit que le noyau du rat-cerveau est touché. La bête massive entre dans une panique noire. Lynxu reste de marbre, l'arc prêt.
Alors on continue. Il tend la main, prêt à manifester encore plus de puissance alors que le sang du boss gicle juste à côté. Il continue de pilonner le rat noyau. La régénération du boss s'active, mais c'est exactement ce qu'il veut pour valider les coups de sa quête. Les flèches volent à une vitesse folle, enchaînant les notifications de « coup réussi ». Il n'est plus qu'un halo en mouvement. Asmo 2, l'esprit serpentin violet, observe la scène avec curiosité. Intéressant, très intéressant. L'esprit plane au-dessus de lui, se demandant comment le sens de la douleur de Lynxu peut être à ce point flingué pour qu'il ignore ses propres blessures. Lynxu ignore l'esprit, focalisé à 100% sur sa cible. Il dit à Asmo 2 de plutôt se demander si le rat va survivre à son entraînement. Sa main est couverte de petites coupures, mais il ne ralentit pas. Le compteur affiche 29 997. On y est presque. 29998/30,000. Plus que 2 tirs. Le boss Queen d'agonie, sa carapace mécanique tombant en morceaux. Lynxu manifeste calmement ses dernières flèches. Plus que 2 flèches, dit-il en visant. Dès que je les lâche, je t'envoie à Tpat. Soudain, il sent un truc arriver d'en haut. Quoi? Sa concentration est brisée. D'énormes rayons de feu et d'énergie pleuvent des ombres, frappant le boss. Lynxu claque de la langue, agacé. TCH. Une gigantesque explosion de feu et de magie consume le boss caché, illuminant toute la rue. Le boss est incinéré dans une tempête de feu massive. Quelqu'un d'autre vient de lui voler son kill. Une annonce système flash dans les airs. Le 4e groupe de raid de Yao Xing a éliminé le seigneur caché du premier étage. Un groupe de pros sort de la fumée. L'un d'eux est ravi. Dire que c'était un boss caché, on a touché le gros lot. En tête de file se trouve Liu Wei, un artilleur aux cheveux cramoisis avec un sourire arrogant. Derrière lui, Fandaillon avec son énorme marteau, le prêtre Shen Jin, et la mage de feu Liu Xiaoxiao. Liu Wei tient un cube de butin vert et brillant. Il s'intéresse plus au drop qu'au reste. Arrêtez vos conneries. Faites voir ce que ce truc a lâché de beau. Avant qu'il ne puisse faire un pas, une main jaillit et lui broie le poignet dans une poigne de fer. Liu Wei est stupéfait. Exclamation point. Lynxu le fixe, le regard glacial et menaçant. Gammon. T'as pas vu que j'étais en train de le démonter? Liu Wei se retourne, son sourire arrogant se transformant en un air incrédule. TCH, quoi? Le reste du groupe Yao Xing se tient prêt. Liu Wei lui rit au nez. Tu essaies vraiment de carotter du butin au consortium Yao Xing, mec. Le regard de Lynxu reste planté sur le groupe face à lui. Il les reconnaît direct. Le 4e groupe de raid du consortium Xinjiao. Ils sont tous autour du niveau 16 ou 17, soit plus de 10 niveaux de plus que Lynxu. Dans sa vie passée, c'était une équipe en pleine ascension. Le consortium avait dépensé une fortune pour faire leur pub, se vantant de leur travail d'équipe irréprochable. La compo de l'équipe était classique. Liu Wei était le flingueur et DPS principal, tandis que le colossal Fandaillon gérait la défense avec son marteau. Liu Xiaoxiao balançait des dégâts de feu de zone en tant que harceleuse, et Shen Jin les maintenait tous en vie avec ses soins continus comme prêtre. Mais leur gloire n'a pas duré. Il se souvient du rapport. Quand ils ont atteint le 69e étage, ils se sont fait complètement annihiler par une aberration dimensionnelle. Il manquait de contrôle de foule, et la bête les a déchiquetés pendant sa phase d'enrage. Le consortium avait survendu ce concept rigide du « pouvoir de l'amitié » jusqu'à ce qu'ils finissent par voler en éclats sous la pression des étages supérieurs. Pour régler le problème, ils ont introduit de nouveaux contrats de mercenaires, et c'est là que les aventuriers indépendants comme lui ont commencé à se faire un nom. À l'époque, Lynxu n'était devenu célèbre qu'en profitant des restes après leur mort. Maintenant, en les regardant, la compo de leur équipe a l'air vachement bancale. Le tatouage de serpent sur la main de Lynxu pousse un rire glacial, l'arme d'énergie violette vibrant violemment de puissance. Le consortium Xinjiao? Alors le timing est juste parfait. L'esprit serpentin, Asmo 2, plane au-dessus de son épaule. Il te manque toujours 2 tirs pour valider l'objectif de ta quête. Pas vrai. Les yeux jaunes de l'esprit brillent de malice en regardant le groupe de raid. Ces connards feront de super cibles. Asmo 2 lui chuchote sombrement à l'oreille. Avec ta force actuelle, les éclater sera un jeu d'enfant. Allez, fais-les sauter. Les membres du groupe se foutent de sa gueule en se détournant. Ils ont arrêté de jacter. Probablement morts de trouille en entendant nos noms. Liu Wei sourit en regardant le noyau de cristal dans sa main. Explosez-leur la tronche. La voix d'Asmo 2 se fait plus pressante, réclamant du sang. Transperce leur cœur. L'esprit s'enroule autour de lui, se nourrissant de ses émotions sombres. Laisse-moi savourer ton obsession pour la vengeance. Lin Xiao purred patience. Il chope l'esprit par le cou, les yeux injectés d'irritation. Ferme-la. Il repousse Asmodeus. Tu me gâches la vue, dégage.
Viens pas me dicter ce que je dois faire. Asmodée sort sa langue fourchue, un rire sinistre résonnant dans l'air. Hey, quel mec intéressant. Le groupe de Red s'éloigne, laissant Lynxu dans l'ombre. Ils sont tétanisés par la peur, d'un ennui mortel, on se casse, balance Liu Wei d'un ton méprisant. Fong Deong groan, damage. J'espérais trouver un abruti fini à sacrifier à mon marteau. Le groupe planifie déjà comment claquer la récompense du noyau de cristal. Asmodée donne un coup de coude à Lynxu. Tu vas vraiment les laisser se tirer comme ça. Les yeux de Lynxu brillent d'une lueur meurtrière, un sourire fin et dangereux s'étirant sur son visage. Ses yeux violets sont empreints d'une froide détermination. Prendre ce qui lui appartient, il a déjà scellé leur destin. Il sait que son statut de niveau 5 rend un combat prolongé difficile, mais il n'a besoin que d'une seule bonne ouverture. Peut-être dans votre prochaine vie, pense-t-il, ses doigts pianotant déjà sur son arme. Lynxu se dit que ce serait une vraie galère si d'autres aventuriers les repéraient. Asmodée lui dit d'arrêter de mater et d'aller finir sa quête pendant qu'il en est encore temps. Au lieu de ça, il demande à quoi ressemble vraiment cet endroit appelé la prison démoniaque. L'esprit se marre, lui expliquant que c'est une ancienne dimension où les pêcheurs étaient exilés, blindés de monstres élites. Il se fout de lui, disant qu'un gamin de son espèce ne serait qu'un en-cas pour ses menaces de haut niveau. Lynxu se fiche du danger. Il veut juste savoir si l'expérience et les drops en valent la chandelle. Il dit à l'esprit de le laisser entrer pour qu'il puisse monter de niveau, décidant de laisser tomber sa quête actuelle. Asmodée reste assis sur le cul, le traitant de grand malade pour avoir une envie de crever aussi flagrante. Lynxu interpelle le groupe qui vient de lui voler son kill, captant leur attention. Il leur laisse une dernière chance de lui rendre son butin pour que tout se passe bien. Liu Wei et son armoire à glace le regardent comme si c'était un comique de secours. Le reste du groupe de Red est tout aussi paumé face à sa soudaine assurance. Puis toute la bande éclate de rire, pensant qu'il a complètement pété les plombs. Liu Wei brandit le noyau de cristal volé, lui disant de venir le chercher lui-même s'il pense en être capable. Il menace le gamin, lui promettant qu'il veillera à ce qu'il crève lentement et proprement. Lynxu reste silencieux, laissant juste un léger sourire en coin se dessiner sur son visage. Le chrono de la quête expire enfin, affichant un échec pour seulement 2 pauvres petits tirs manquants. Un vortex violet s'ouvre autour de lui sous les yeux du groupe de Red qui regarde de loin. Il est aspiré dans le vortex de téléportation pour avoir foiré la quête, mais Lynxu ne panique pas. Il jure juste de régler ses comptes à son retour. Il est largué direct au premier étage de la prison démoniaque, le désert de feu sanglant. Il tend la main alors que la lumière de téléportation commence à s'estomper. Il se réceptionne accroupi, observant cette nouvelle zone de haut niveau. Asmodée flotte autour, trouvant l'odeur du coin étrangement familière et réconfortante. Une énorme alerte système clignote en rouge, lui disant de dégager parce que les monstres du coin sont beaucoup trop chauds. L'esprit remarque qu'il ne jette même pas un regard aux avertissements du système. Lynxu ignore tout ça, demandant où se cachent ces monstres élites qu'on lui avait promis. Soudain, le sol explose sous ses pieds alors qu'un truc énorme surgit. Il réagit au quart de tour, utilisant pas vif pour se propulser dans les airs et esquiver l'assaut. En plein vol, il active œil d'aigle, convoitise pour jauger son adversaire. C'est un masticateur de la prison démoniaque de niveau 25, une sale bête spécialisée dans les attaques surprises. Il note que même le premier monstre de base, qu'il croise à 10 niveaux de plus que le boss de tout à l'heure. Lynxu utilise sa nouvelle compétence œil d'aigle pour scanner le monstre. C'est un sacré combo. Attaque furtive, acide qui baisse la défense, et une pluie de pointes osseuses qui sature l'air. Pour couronner le tout, le système indique un butin attendu absolument vide. La gueule segmentée du monstre s'ouvre, révélant une rangée terrifiante de dents circulaires. Il bondit en avant à une vitesse folle, cherchant à l'avaler tout cru. Lynxu est pris de court par la vitesse réelle de déplacement du machin. Un coup passe, sa barre de PV fond comme neige au soleil. Après le rude combat précédent, la vie de Lynxu est tombée à la moitié, mais ça reste un montant énorme avec 14K. Asmodée lui hurle de faire gaffe alors que la bête se prépare pour un deuxième round. Le monstre lance des lames d'os, le lacérant et lui arrachant encore de sacrés morceaux de vie. L'esprit le saoule pour qu'il se reprenne, mais Lynxu lui dit de la fermer parce qu'il fait trop de bruit. Il fixe la bête à bout portant, une lueur froide et prédatrice dans les yeux. Asmodée est scotché, comprenant exactement comment il compte utiliser ses compétences d'archer. Il balance une flèche multiple directe dans la gorge du monstre, surchargeant la compétence pour un tir de fusil à pompe à bout portant. Lynxu continue de pilonner la gorge du monstre avec d'autres tirs. Il ne s'arrête pas, injectant de l'énergie dans chaque flèche pour finir le travail. Un message système confirme le kill, 1000 points d'expérience et 0 butin. Il se rappelle cette technique de sa vie passée, le pompe-œil d'aigle. C'est un coup incroyablement risqué qui demande une distance nulle entre le tireur et la cible. Lynxu regarde en arrière, se demandant si ses souvenirs lui jouent des tours alors qu'il frôle à nouveau la mort. Ce coup avait été inventé par le légendaire mercenaire connu sous le nom d'œil d'aigle pour maximiser les dégâts. Asmodée ricane,
comprenant enfin pourquoi cet humain a pu éveiller le fragment d'avidité. Lynxu lui dit de couper le sifflet parce qu'il n'a pas de temps à perdre. L'esprit l'avertit de ne pas s'enflammer, disant que ce masticateur n'était que l'apéro. Il lui dit de se retourner, parce qu'il y a du monde qui l'attend, bien plus qu'il ne le croit. Lynxu regarde derrière lui et pige enfin ce que l'esprit voulait dire. Au lieu d'avoir les jetons, il se contente de sourire face à la horde massive, trouvant l'endroit absolument magnifique. Une créature monstrueuse aux allures de lézard pousse un rugissement qui fait trembler les ruines volcaniques. Lynxu se retrouve coincé au beau milieu d'une meute de Surakeda et de masticateurs de la prison démoniaque de niveau 25. Il n'a pas l'air perturbé le moins du monde alors que son arc d'énergie violette commence à vibrer de puissance. Un éclat de lumière verte jaillit. Lynxu a déjà disparu de sa position au moment même où la lourde griffe du monstre s'abat, avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Planant bien au-dessus, il active pas vif pour choper une meilleure position. Il lâche une rafale de flèches multiples, criblant l'air de traînées de lumière violette. Les flèches trouvent leur cible sur les bêtes grouillantes, faisant grimper continuellement son bonus de vie. Il remarque un mouvement dans son angle mort et capte qu'un autre lui saute dessus par derrière. Il réajuste rapidement ses appuis pour esquiver l'embuscade soudaine. Un énorme iguane de fer tombe du plafond, la gueule grande ouverte pour le croquer. Avant qu'il ne puisse bouger, une longue langue jaillit et s'enroule fermement autour de son cou. Le monstre commence à le traîner dans les airs, cherchant à l'étrangler. Lynxu se contente de sourire au monstre, remarquant qu'il a l'air de bien aimer utiliser sa langue. Dans un éclat d'énergie de son arc, il tranche le muscle charnu net en deux. Il se réceptionne fermement sur ses pieds alors que les morceaux coupés volent en l'air. Il jette un œil autour de lui et réalise qu'il est maintenant complètement encerclé par la horde. Au lieu de s'inquiéter, il se dit que cette situation est en fait parfaite pour faire un énorme carnage. Il tend son arc, se préparant à lâcher sa prochaine volée. L'un des monstres bondit en avant et lui plante ses crocs dans le bras. Mais à ce moment précis, tel un berserker, Lynxu n'a même pas besoin de ses mains pour tirer. Même avec sa bouche, il réussit à tendre la corde de l'arc et lâche une flèche multiple à bout portant en plein milieu de l'essaim. Il saute dans les airs, profitant du chaos pour enjamber les gros monstres rouges. Une bête le griffe au passage, mais il ignore la douleur et garde sa visée stable. Il est à fond dans le bain de sang maintenant, laissant l'énergie violette consumer la zone. Les notifications s'accumulent pendant que ses bonus de vie atteignent des sommets. Asmodee regarde ça depuis le banc de touche, notant que le gamin encaisse les coups justes pour maximiser son compteur de hits. L'esprit réalise que Lynxu prend un vrai plaisir dans cette danse mortelle au bord du gouffre. Enfin, le système le BIPE. Il a franchi le niveau 10 et obtient une récompense. Le système lui demande de choisir une compétence, mais Lynxu lui dit de la fermer et de lui filer les trois. Son avidité pure finit par payer, débloquant à la fois la flèche perce-armure et la glissade vive. Il prend aussi la flèche de liaison, ravi de voir que son efficacité de farm va exploser le plafond. Juste après, il sent une présence massive monter du magma en contrebas. Une main géante faite de roches en fusion s'écrase sur le rebord dans un rugissement assourdissant. Le surveillant de magma de niveau 30 émerge, demandant qui a donné la permission à ce minuscule humain de se reposer. Lynxu regarde le géant dans les yeux et lui demande dans quel genre de délire il plane. Le boss brandit un énorme marteau à pointe, prêt à aplatir tout ce qui bouge. Lynxu sort son arc et dit au géant d'envoyer la sauce, vu qu'il a un planning super serré. Il engage le combat en lâchant une volée rapide de flèches violettes. Les flèches rebondissent mollement sur la peau épaisse et blindée du surveillant. Il réalise que la défense du boss est bien plus élevée que tout ce qu'il a affronté aujourd'hui. Le surveillant abat son marteau avec une force monumentale. L'impact crée une onde de choc massive qui déchire la caverne. Lynxu est projeté contre le mur, crachant le morceau à cause de l'impact pendant que le boss le traite de microbe. Asmodee l'avertit que ses dégâts ne vont même pas égratigner le boss, lui disant de se concentrer uniquement sur l'esquive s'il tient à la vie. Lynxu a l'air de sortir de l'enfer, mais il répond froidement qu'il est déjà mort une fois. Il demande à l'esprit combien de niveaux il prendrait en abattant ce truc, gagnant au passage le titre de « grand malade ». Il se verrouille sur sa cible, l'arc stable malgré ses blessures. Asmodee est en panique totale, lui rappelant que si l'autre crève, l'esprit y passe aussi. Lynxu se contente de sourire, remarquant que le serpent est devenu bien bavard depuis qu'ils sont entrés dans la prison. Une énorme explosion secoue le bras du surveillant alors que sa flèche touche avec une précision chirurgicale. Le boss géant pousse un rugissement de douleur, sa défense cédant enfin sous la pression. Le système confirme que la défense du boss a été pulvérisée, et Lynxu se moque de la mauvaise étoile de la créature. Il arme une autre flèche, prêt à finir ce qu'il a commencé. Il dit au monstre de ne pas traîner dans ses pattes, ses yeux brillant d'une lueur de prédateur. Asmodee ne peut s'empêcher de rire face à la folie pure de son hôte alors que le boss s'effondre. Les notifications pleuvent, le boss est mort, et Lynxu a officiellement atteint le niveau 12. Il trouve un noyau de cristal jaune et brillant dans le butin et se demande si tous les boss du coin en lâchent. Juste au moment où il se prend au jeu, le système annonce que sa peine est purgée et lance la téléportation. Lynxu tire la tronche, réclamant juste quelques minutes de plus pour dézinguer d'autres monstres.
Un portail rouge tourbillonnant s'ouvre, l'avalant tout entier. Il retombe dans les ruines dans un bruit sourd, l'air plus saoulé que soulagé. Il râle parce qu'il lui manquait quelques kills pour passer un niveau, tandis qu'Asmodee repense à tous les autres qu'il a servis. L'esprit réalise que ce gamin est différent des flambeurs cupides habituels qui jettent leur vie par les fenêtres. Asmodee commence à croire que le gamin a une vraie chance de plier ce jeu. Lynxu remarque que son noyau de cristal a disparu, et le serpent lui explique qu'il a été automatiquement comptabilisé pendant le saut. Il ouvre son interface pour découvrir un nouveau trait sur son arc. Convoitise téméraire, qui troque des PV contre des dégâts bruts. Il est ravi de ce boost de puissance et le serpent le pousse à aller le tester sur les sbires du consortium. Sa joie est de courte durée face à une nouvelle notification de quête quotidienne du Seigneur de l'Avarice. La tâche est simple. Cracher 1 million de pièces d'or ou perdre la moitié de ses PV max permanents. Asmodee se fout de sa mine déconfite, et Lynxu traite la quête de pure arnaque. L'esprit lui fait remarquer que se faire de la thune est bien plus relou que de simplement décocher des flèches. Lynxu est dégoûté par la pénalité, mais Asmodee lui demande s'il ignore la vraie récompense. Il réalise que perdre un peu de vie est un faible prix à payer pour passer plus de temps dans la prison démoniaque. Il note que les compétences d'archer de plus haut niveau feront du speedrun de la tour de Babel une simple formalité. Asmodee reste baba, disant qu'à l'écouter, une pénalité passe pour un premier prix. L'esprit met à jour la quête, ajoutant un aller-retour de 4 heures dans la prison en guise de bonus. Lynxu n'est pas rassasié, suggérant de monter ça à 10 heures vu qu'ils sont en train de négocier. Il dit à l'esprit qu'il devrait aller faire le surveillant au premier étage s'il flippe à ce point. Asmodee le traite de psychopathe fini, notant que n'importe qui d'autre serait mort 100 fois dans cette prison. Alors qu'il marche dans les ruines, Lynxu s'arrête net, sentant que quelque chose cloche. Il examine le sol et trouve des traces fraîches d'un combat récent. Il décide de suivre la piste au cœur des débris des bâtiments effondrés. Il soupçonne les abrutis du consortium d'être dans le coin, tandis qu'Asmodee se demande ce qui le rend si concentré. Il lui explique que ce chemin précis est le seul accès au donjon caché de cette zone. Une lumière vive brille au bout du tunnel, révélant une silhouette qui attend au loin. Debout à l'entrée de la caverne, Lynxu note que le consortium est déjà entré, avec une bonne semaine d'avance sur le planning dont il se souvient de sa vie passée. Il se demande si Xinjiao a gardé l'info pour lui avant une annonce publique, mais il balaie vite ça d'un sourire en coin. On s'en balance, pense-t-il, ce noyau de cristal m'appartient, peu importe quand ils ont débarqué. Il pénètre dans le laboratoire biochimique, le premier étage du donjon secret de la tour de Babel, où une bataille chaotique fait déjà rage. À l'intérieur, le reste de noyau de cristal expérimental, un boss massif de niveau 18, rugit sous les assauts de compétences de haut niveau. Liu Wei aboie des ordres à son équipe, disant à Fandaillon de tenir le front pendant que leur prêtre buffe le groupe. Shen Jin active sa bénédiction de force, disant tranquillement à son capitaine d'arrêter de brailler vu qu'il est juste à côté. Le buff fait effet, et les membres du groupe sentent une énorme vague de puissance couler dans leurs veines. Fandaillon sourit en brandissant son lourd marteau, sentant la force artificielle booster l'impact de ses coups, alors qu'il fait jeu égal avec le boss. Liu Wei se jette en avant, sa lance crépitant d'électricité, bien décidé à plier la bête rapidement. Il balance sa lance, libérant une série d'éclairs qui déchirent la peau du monstre. Avec sa compétence charge du dragon de foudre, il percute le boss, faisant vaciller et convulser la créature à cause de la paralysie. Voyant que le plan fonctionne à merveille, Liu Wei sourit, confiant que le kill est à sa portée. Le reste de l'équipe exulte, mais Liu Wei reste concentré, disant aux autres de dégager le passage pour l'assaut final. Un énorme pilier de flammes jaillit, embrasant la caverne alors que la mage de l'équipe entre dans la danse. Liu Xiaoxiao se tient fier, prévenant les mecs de première ligne que s'ils se font choper dans sa zone d'explosion, ce sera de leur faute s'ils sont trop lents. Le boss est pris au piège entre une tempête d'éclairs et un mur de feu, sa jauge de vie fondant à vue d'œil alors que les membres du consortium lâchent les chevaux. Liu Wei vise la gorge, hurlant au monstre de crever en lui portant ce qu'il croit être le coup de grâce. Une violente explosion secoue le laboratoire, faisant voler les débris et soulevant un épais nuage de poussière. Le reste de noyau de cristal expérimental pousse un dernier cri d'agonie alors que sa carcasse massive commence à se dissoudre. Fandaillon et Liu Xiaoxiao regardent la scène avec fierté, rigolant de la faiblesse de ce prétendu « boss caché » face à eux. Ils sont ravis d'être tombés sur une rencontre aussi rare par hasard, ayant l'impression d'avoir décroché le gros lot. Liu Wei regarde le butin, se demandant ce qui rend ce noyau de cristal si précieux pour que leur boss pète un câble dessus. Shen Jin remonte ses lunettes et l'avertit de ne pas poser de questions dangereuses, le pressant de choper le noyau et de bouger avant que ça tourne mal. Liu Wei se fout des jérémiades du prêtre et se prépare à valider le kill officiellement. Soudain, un éclat d'énergie violette traverse l'air, plus vite que l'éclair. Une flèche perce-armure se plante droit dans le cœur du boss juste avant qu'il ne s'effondre. La flèche inflige le véritable coup fatal, volant l'expérience et le butin sous le nez du consortium. Une annonce système retentit pour tous les joueurs du coin. Lynxu a éliminé avec succès le seigneur du donjon secret. À l'extérieur des ruines, les autres joueurs sont sur le cul,
se demandant qui est ce Lynx-Yu, et comment il a fait pour plier encore un premier kill mondial. De retour dans le labo, le visage de Liu Wei se tord de rage, exigeant de savoir qui a eu le culot de violer les règles du raid. Il est fou de rage que quelqu'un ose voler un kill au prestigieux consortium Xinjiao. Une silhouette solitaire sort de l'ombre, se foutant de la notion de « règle » dans un endroit pareil. Aussitôt, une notification apparaît pour Lynx-Yu, confirmant qu'il est niveau 14 et que toutes ses ressources sont au max. Tenant son arc brillant, Lynx-Yu fait face au groupe, leur demandant s'il croyait vraiment qu'il allait jouer fair play. Les membres du consortium le reconnaissent direct comme le « déchet d'Archer des Ruines », et Xiao s'en prend à Daillon pour ne pas avoir remarqué qu'ils étaient suivis. Fou de rage, Fan Daillon abat son énorme marteau sur ce « déchet de niveau 14 », voulant savoir comment il a pu entrer dans le donjon. Lynx-Yu ne scie pas, activant sa compétence pas vif au moment même où la lourde tête en métal du marteau s'abat. Alors que le marteau fracasse le sol avec un écrasement de gravité, Lynx-Yu utilise glissade vive pour glisser à travers la zone d'impact. Il bouge avec une fluidité impossible pour un archer, passant juste à côté de Liu Wei. Il s'arrête derrière eux, tenant le cube de cristal vert et brillant qu'il vient de leur carotter. Liu Wei commence à suer à grosses gouttes, réalisant que le gamin vient d'enchaîner parfaitement 2 compétences de mouvement pour booster son esquive et sa vitesse. Le visage de Liu Wei est blême de sueur alors qu'il reconnaît la technique de haut niveau utilisée par Lynx-Yu, un coup connu seulement des archers élites de son propre consortium. Tenant fermement le cube de cristal vert brillant, Lynx-Yu jette un regard noir à ses adversaires, les prévenant qu'ils ont fait une grave erreur en le cherchant. Liu Wei masque vite sa peur derrière un sourire arrogant, affirmant que Lynx-Yu a pris un peu trop la confiance pour un simple joueur solo. Des éclairs violets crépitent autour de Liu Wei alors qu'il active sa compétence de 7 de fléchettes de foudre, traitant Lynx-Yu de petit joueur et jurant de lui montrer ce qu'est la vraie puissance. Depuis les lignes arrière, Liu Xiao regarde les yeux grands ouverts, comprenant que son capitaine est sur le point de sortir son coup ultime le plus mortel. Dans un rugissement de crève, Liu Wei devient un halo d'énergie violette sombre, fonçant droit sur le cœur de Lynx-Yu. Le système affiche les détails de la compétence éclair de foudre violette, une capacité terrifiante qui triple la vitesse du son et déclenche une mort instantanée en touchant un point faible. La pointe de la lance s'enfonce profondément dans la poitrine de Lynx-Yu, et une notification confirme un coup réussi au cœur, activant le trait « mort subite ». Liu Wei exulte, jubilant en disant que Lynx-Yu n'a probablement même jamais entendu parler d'un trait de 7 de qualité épique, et encore moins survécu à ça. Malgré le sang qui coule de sa bouche et la lance toujours plantée dans son torse, Lynx-Yu lâche un rire sombre et moqueur. Il explique calmement que l'effet prétendument mortel de la mort subite a un plafond de dégâts fixé à 9999 pour quiconque n'a pas encore passé sa première évolution de classe. Alors que Lynx-Yu retire la lance de sa propre poitrine, son énorme barre de PV se dévoile, affichant qu'il lui reste encore plus de 54 000 points de vie après l'attaque. Il jette un regard glacial au capitaine tremblant, lui annonçant qu'il n'aura pas d'autre occasion de frapper. Liu Wei recule en chancelant, en plein délire, son cerveau refusant de comprendre comment un archer de niveau 14 peut posséder une quantité aussi absurde de points de vie. Shen Jin, le prêtre de l'escouade, remonte ses lunettes alors qu'une sueur froide lui coule sur le visage, sentant que quelque chose cloche encore plus que cette jauge de PV. Lynx-Yu se tient drapé dans une aura menaçante et sombre, ressemblant plus à un démon qu'à un joueur humain. Fan Daillon et Liu Xiao sont tétanisés, terrifiés par la réalisation que Lynx-Yu a pris plus de 4 niveaux en seulement quelques heures. Désespéré de reprendre la main, Liu Wei hurle à son équipe de se calmer, leur rappelant leur réputation d'escouade élite de Starshin. Il essaie de rationaliser la situation, affirmant que même si le gamin est une anomalie ultra tanky, la puissance d'attaque d'un archer devrait être ridiculement basse. Il ordonne à son équipe de coordonner leurs attaques, persuadés qu'ils finiront par user Lynx-Yu s'ils le traitent comme une simple cible mouvante. Le sourire de Lynx-Yu s'élargit alors qu'il reconnaît au capitaine le mérite de savoir réfléchir rationnellement même face à un monstre incompréhensible. Pourtant, il pointe du doigt une faille fatale dans leur stratégie. Leur escouade manque cruellement de compétences de contrôle de foule pour réussir à le stopper. Liu Wei serre les dents, soupçonnant Lynx-Yu d'être un espion d'une organisation rivale, vu tout ce qu'il sait sur la compo de leur équipe. L'énergie violette s'embrase alors que Lynx-Yu prépare son arc, leur disant de ne pas s'en faire pour la course-poursuite car il n'a pas l'intention d'en laisser un seul repartir vivant. Lynx-Yu se redresse, les yeux brûlants d'un éclat violet sombre. Il a fini de faire le gentil, il veut récupérer ce noyau de cristal, et il va leur faire payer cher de l'avoir touché. Fan Daillon charge dans le tas, balançant son énorme marteau dans un rugissement. Son capitaine, Liu Wei, lui hurle de prendre la tête. Liu Wei serre les dents en réalisant qu'ils se sont fait piéger. Le gamin a sciemment provoqué leur tank pour briser leur ligne défensive. Essayant de corriger le tir, Liu Wei ordonne à leur prêtre, Shen Jin, de buffer l'équipe. Le prêtre active rapidement une carte pour lancer une bénédiction de force. Fan Daillon abat son marteau dans un cri assourdissant. Lynx-Yu reste planté là, regardant l'arme massive descendre. Le marteau fracasse le sol,
déclenchant un coup lourd qui pulvérise le pavé et soulève un nuage de débris. Sauf que Lynxu n'est plus là. Il utilise le propre casque du tank comme tremplin pour bondir haut dans les airs. Il plane au-dessus d'eux, se foutant de leur lenteur alors que l'énergie violette tourbillonne autour de son arc. Fandaillon lève les yeux, complètement largué, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il réalise qu'il a totalement perdu sa cible de vue. Lynxu ignore le tank, tendant sa corde pour aligner le soutien de l'équipe, Shen Jin. Liu Xiaoxiao voit l'ouverture et s'interpose, espérant couper son attaque avant qu'il ne lâche sa flèche. Elle libère une pluie de météores, faisant tomber une averse de boules de feu qui s'écrase pile sur la position de Lynxu. Une énorme explosion de feu et de fumée enveloppe l'archer, semblant régler son compte. Liu Xiaoxiao crie victoire, mais Liu Wei a l'air terrifié. Il sait que c'était trop facile. Lynxu sort direct du brasier sans une égratignure, sa flèche multiple déjà encochée et prête à partir. Liu Wei regarde la scène, horrifié. Le mec n'a même pas bronché, il a juste encaissé un sort mortel pour garder sa visée stable. Shen Jin ne recule pas, persuadé que son équipement défensif hors de prix va le protéger contre de pauvres flèches de base. Il a claqué toutes ses thunes dans des protections haut de gamme, et il est sûr que ce avorton ne pourra pas les traverser. Il active son égide de lumière sainte, formant un bouclier doré conçu pour stopper tout ce qui ne frappe pas comme un camion. Il se moque de Lynxu pour l'avoir forcé à utiliser un objet si précieux, lui promettant de lui faire la peau pour le dérangement. Le prêtre prévoit déjà de dépouiller Lynxu de son stuff pour le revendre au marché noir une fois l'affaire pliée. Lynxu se contente de lui jeter un regard noir. Il demande si le prêtre croit vraiment qu'un bouclier va l'arrêter. Des filaments d'énergie violette jaillissent soudain, fissurant le bouclier doré comme s'il était en verre trempé. Le bouclier vole en éclats, et Shen Jin est truffé de flèches avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. Il s'effondre lourdement sur la rue pavée, le sang giclant alors que sa vie tombe à zéro. Un message système confirme la mort du prêtre, laissant l'équipe sans éhaler. Fandaillon est sous le choc, incapable de piger comment une simple flèche multiple a pu faire autant de dégâts. Lynxu leur sourit en coin, son arc brillant d'une lueur menaçante. Il leur demande s'ils croyaient être les seuls à avoir des compétences d'équipement spécial. Un nouveau trait s'active, Veine Avidité. Il lui permet de puiser dans son énorme jauge de PV pour infliger un montant équivalent de dégâts bruts. Liu Xiaoxiao commence à paniquer. Avec plus de 50 000 PV et une telle puissance d'attaque, ce n'est plus un humain qu'ils affrontent. Elle fait demi-tour pour fuir, criant au tank de le retenir le temps qu'elle prenne ses distances. Lynxu regarde par-dessus son épaule avec un sourire à donner le frisson. Il n'a pas l'intention de la laisser filer. Il décoche une flèche, mais ce n'est pas encore pour la tuer. Sa flèche de liaison chope la mage, l'enveloppant de chaînes d'énergie violette qui la projette au sol en plein vol. Lynxu la domine alors qu'elle rampe par terre, le suppliant de rester loin d'elle. Des éclairs bleus crépitent soudain dans la zone alors que quelqu'un d'autre se jette dans la mêlée. Liu Wei utilise sa compétence éclair de foudre pour fondre sur Lynxu à une vitesse de Mach 3, tentant de sauver sa coéquipière. Le coup de lance percute de plein fouet la poitrine de Lynxu, mais il ne bouge pas d'un poil. Lynxu se contente de fixer le capitaine et compte calmement ses victimes. Ça fait 2 membres au tapis. Il tire à bout portant, et la vie de Liu Xiaoxiao tombe instantanément à zéro. Liu Wei est pétrifié par le choc. Son coup ultime n'a même pas fait une égratignure au mec. Derrière lui, Fandaillon rugit dans une rage folle, chargeant en avant pour tenter de réduire le monstre en bouillie. Lynxu n'a même pas besoin de regarder. Il libère juste une onde d'énergie pour dégager les nuisibles. Il fait une vrille dans les airs avec pas vif, l'air blasé en leur disant de la fermer une bonne fois pour toutes. Toujours la tête à l'envers, il se verrouille sur sa prochaine cible, boostant une flèche perce-armure avec sa propre force vitale. Liu Wei regarde la scène, horrifié, alors que des pointes d'énergie rouge transforment leur tank en pelote d'épingle. Une notification système apparaît pour confirmer l'évidence. Fandaillon est de l'histoire ancienne. Lynxu réussit sa réception au sol, l'air totalement serein pendant que le dernier survivant de l'équipe s'effondre. Liu Wei reste planté là à trembler, le cerveau en ébullition alors qu'il essaie de capter contre quel genre de monstre il vient de chercher la merde. Il est complètement paralysé par la peur, fixant le type qu'il prenait pour un simple archer chanceux de niveau 4. Enveloppé dans une énorme aura démoniaque, Lynxu fait un pas vers l'avant. C'est le dernier debout, et la partie est presque terminée.